Bonsoir, merci d'être là pour ce festival qui est déjà très dynamique avec beaucoup de visiteurs. Je me présente, je m'appelle Franck Morin. Ça fait une dizaine d'années que j'étudie le phénomène OVNI, que ce soit dans l'atmosphère ou dans l'espace. Mes travaux ont été synthétisés dans un livre qui s'appelle Les mystères du phénomène OVNI, dont j'ai quelques exemplaires à disposition, si vous voulez. C'est une sorte d'encyclopédie neutre et objective sur le phénomène, les événements et leurs explications possibles. Et j'interviens ponctuellement dans des médias, que ce soit des cercles ufologiques ou alors des émissions de radio, parfois qui m'invitent pour débattre du sujet. La dernière en date, c'était cette semaine, en début de semaine, sur Enquête paranormale de C8, où on a débattu d'anomalies sur des missions Apollo. On peut retrouver le replay de l'émission. Alors, la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les ovnis sont-ils une intelligence artificielle extraterrestre, ce qui sous-entend deux prérequis. Déjà, que les ovnis soient une réalité, qu'il y ait bien des objets ou intelligences non identifiées qui viennent d'ailleurs, et ensuite qu'elles soient des intelligences artificielles. Ça fait deux conditions assez ambitieuses. D'abord, les définitions. L'ufologie, c'est l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce qu'on appelle des PAN, c'est l'équivalent OVNI. Et faire de l'ufologie, ça ne veut pas dire accorder forcément 100% de crédit à l'hypothèse extraterrestre, puisque en général, il y a trois thèses. Les hypothèses sceptiques, ceux qui pensent à contrario que c'est des engins militaires secrets, ou d'autres que c'est des incursions extraterrestres. Parmi les organismes qui ont fait des grandes études statistiques sur le phénomène OVNI, comme le GEPAN en France, le GARPAN au Canada, COBEPS, MUFON, ils pensent d'une manière générale qu'il y a 3 à 20% de phénomènes inexpliqués, c'est-à-dire qu'ils sont non compatibles. C'est des objets dont les performances ne correspondent pas à l'aéronautique civile et militaire officielle. On utilise en général deux critères. Le premier, c'est la consistance et la crédibilité des cas. Et là, on a des indices de cohérence. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes, plusieurs témoins, s'il y en a qui ont des fonctions élevées ou alors qui sont des spécialistes de l'aérospatial, tout ça, c'est des critères de cohérence. Et aussi l'étrangeté. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce soir, comparer les caractéristiques de ces présumés objets par rapport à l'aéronautique. Cette hypothèse exogène, est-ce qu'elle est recevable? Depuis 1995, on découvre des exoplanètes. Hier, j'étais sur le site de NASA Exoplanet Archive qui les recense. Et à date, on en a environ 4000 qui sont officiellement classés. Combien y en a-t-il dans l'univers? Ça, c'est une longue question. On estime depuis 2010 qu'il y en a au moins une par étoile. C'est le minimum parce qu'il y en a qui n'en ont pas, a priori, d'autres qui pourraient en avoir plusieurs, au vu du maigre échantillon qu'on a pour l'instant. Et on sait qu'il y a à peu près 100 à 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et jusqu'à une date récente, on pensait qu'il y avait aussi 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers. Mais des études récentes ont poussé ce chiffre à 2000, donc ce qui nous fait un nombre potentiel d'exoplanètes incroyable. Et la question se pose aussi parce qu'on a des critères d'habitabilité qui ont été décelés, des planètes qui ne sont pas trop proches de leur étoile, donc ni trop éloignées, et qui pourraient contenir de l'eau, puisque là, on a trouvé des traces d'eau, principalement sous forme de glace et de vapeur, dans plusieurs corps célestes de l'univers, enfin de l'espace du système solaire, et par extension dans l'univers, on pense que l'eau est abondante. Ensuite, la question, si des intelligences se sont développées ailleurs dans l'univers, la condition, c'est qu'elles arrivent aux formes d'intelligence avancée, de civilisation avancée, et ensuite qu'elles soient capables d'envoyer des objets à travers les étoiles. Et là, ça devient compliqué parce qu'à notre échelle, l'objet le plus rapide jamais construit par l'homme dans l'espace, c'est la sonde Parker Probe là, qui vient d'être lancée pour étudier le Soleil. Mais même avec 343 000 km/h, il lui faudrait plus de 13 000 ans pour atteindre la première étoile qui est située à 4,3 années-lumière. Alors ensuite, il y a un projet qui donne des espoirs de ce côté-là, c'est le projet Breakthrough Starshot, initié par Stephen Hawking avant sa mort, avec le soutien d'un milliardaire russe, et qui envisage d'envoyer des nanosondes dans un délai de 20 ans. Dans un délai de 20 ans vers la première étoile. Et ce sont des nanosondes propulsées par laser.
C'est encore un projet qui est à l'étude. Il est théoriquement faisable, mais il y a quand même pas mal de contraintes techniques. Mais c'est la première fois qu'on envisage d'envoyer des structures sur une étoile. Et cette idée nous amène à penser que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des structures artificielles loin dans l'espace que des êtres biologiques, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de contraintes. Donc, l'idée était lancée que si jamais il y a une intelligence qui vient jusqu'à nous, il est probable qu'elle utilise d'abord peut-être des drones, des transports non habités. Ensuite, cette idée d'intelligence artificielle a été lancée par Susan Schneider et d'autres professeurs ou exobiologistes sur le principe suivant. Ils partent du principe que quand l'informatique s'est développée, on pourrait dire un peu dans l'après-guerre, il a fallu que quelques dizaines d'années pour qu'on arrive à penser et à mettre en place de l'intelligence artificielle. Donc ils en déduisent par extrapolation que si l'intelligence avancée dans l'univers a développé l'informatique, très rapidement l'intelligence artificielle s'est implantée et pourrait prendre le dessus. Ou alors ils pensent à des êtres hybrides qui seraient mi-biologiques et mi-artificiels. Et enfin, une dernière chose, c'est le calendrier de l'astronome Carl Sagan qui nous rappelle, sur une échelle réduite à 1 an de l'âge de l'univers, qu'en fin de compte, l'homme n'apparaît que très tardivement dans l'histoire. Le 31 décembre à 23h56 pour l'Homo sapiens. Et donc, si d'autres intelligences nous ont précédés dans l'univers, il est très fortement probable qu'elles ont des milliers, voire des millions, si ce n'est pas 10 milliards d'années d'avance sur nous. Allons voir maintenant du côté de la crédibilité des dossiers OVNI. On y en a eu avant les Foo Fighters, mais on a 45 minutes pour voir tout ça, donc je vais être assez rapide. Mais si après vous pourrez me poser des questions après, ou sinon on pourra en discuter autrement. Je vais parler des Foo Fighters, et là je prends une enquête qui a été menée par un lieutenant-colonel, aide d'un général célèbre, qui a été interviewé des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale qui disaient être observés par des sphères métalliques, parfois colorées, de 3 à 5 pieds de diamètre. C'est pas beaucoup, puisque ça fait 1 mètre à 1 mètre 50, qui suivaient des avions, des chasseurs et des bombardiers, dont la vitesse de ces avions était de 500 à 700 km par heure. Déjà, on peut remarquer que des boules qui font 1 mètre à 1 mètre 50, il y a peu de chances qu'elles soient habitées. On pense plutôt, ou alors il faut vraiment que ce soit des petites créatures. Alors, ces objets décollaient du sol, d'après ces témoignages, et pour chasser des avions, d'abord américains, mais après on s'est aperçu qu'il y avait des Allemands et des Japonais. Il a été pensé que ça puisse être des ballons, des pilotes qui, sous le coup du stress et des hallucinations, des explosions d'obus. Mais tout ça, ça colle pas trop parce que les rapports sont concordants. Et la presse de l'époque pensait que c'était des armes secrètes nazies. Mais si Hitler avait à sa disposition des boules métalliques capables de pourchasser les avions, il aurait peut-être gagné la guerre parce qu'il aurait pu les envoyer dans les cockpits des bombardiers et créer des carnages. C'était l'idée, donc on pensait que c'était des Allemands, mais plus tard, il s'est avéré qu'il n'y avait qu'une preuve qui le formalisait. Si on se pose la question, est-ce que de nos jours, on peut construire des boules compactes et métalliques qui sont capables de poursuivre des avions? La réponse est non, puisque officiellement, les seuls objets sphériques actuellement qu'on fabrique, c'est des drones comme ça. Le drone Docomo en est un exemple. C'est des moteurs à hélice, ils vont à la vitesse d'une voiture. Et la seule innovation récente, c'est qu'on peut projeter des LED et des films comme sur celui-là. Voilà pour une première énigme ufologique. Et en voici une deuxième quelques années après. C'était la vague des Ghost Rockets ou fusées fantômes en Scandinavie. Elle est très bien documentée puisqu'on a des articles de journaux civils qui nous parlent de 2000 observations de fusées fantômes, dont les caractéristiques étaient des espèces de cigares qui se promenaient en changeant de direction avec des déplacements silencieux. Parfois, il y a des flammes. Et l'aspect le plus curieux, c'est sans doute qu'ils se crachaient. Donc, on assistait à des explosions avec son audible et on ne trouvait pas de traces au sol. Il a été pensé que ça puisse être des confusions avec des météores, mais les météores ne sont pas censés avoir des comportements intelligents. Et quand on rentre dans les articles militaires ou les rapports, on s'aperçoit que l'énigme était sérieuse. Alors là, on voit un compte rendu
ici, là, qui nous parle d'une forme oblongue qui a survolé Mélossa. Là, un officier qui cherche des traces d'une fusée qui a été déclarée se cracher dans un lac. Et des rapports militaires commencent à apparaître. Ça, c'est un rapport déclassifié émis par le général Vandenberg et destiné au président Truman, qui confirme la véracité des faits et qui affirme qu'ils ont été captés au radar. Et ils ouvrent l'hypothèse qu'en fin de compte, ça vient de la base de Plymouth 2, qui était une base secrète allemande où Werner von Braun, l'ingénieur allemand, testait des roquettes V1 et V2 pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite qui était occupée par les Russes. Quand on regarde des tracés radars ici, les tracés radars de ces objets, ils ne ressemblent pas du tout à celui d'un missile, parce que ça a l'air d'être complètement erratique, de partir dans toutes les directions, donc c'est extrêmement bizarre. Donc voilà, il était pensé que c'était des V1 allemands ou russes, mais cette thèse n'a jamais été confirmée. Et un document militaire déclassifié, USAF TT 1524, affirme que ces technologies sont probablement extraterrestres. Voilà pour ce qui est de cette vague. Et l'année suivante, c'est un nouveau scénario qui va se produire. Vous connaissez l'affaire de Kenneth Arnold, ce pilote qui nous dit avoir observé des disques volants, mais auparavant, il y avait des événements qui ont été méconnus parce qu'ils n'ont pas été médiatisés. Alors d'abord, un autre pilote, Byron Savage, pilote privé, dit avoir vu un disque plat volant à une vitesse extraordinaire, c'est-à-dire 3000 km/h. Parce que le record du monde de l'époque, c'était un P-80 Shooting Star, un moteur à réaction qui volait à 1000 km/h. Là, très bizarre, un disque, forme peu courante et très difficile à maîtriser en aéronautique, qui vole 3 fois plus vite. Un autre pilote, Richard Rankin, là, qui nous parle de 10 disques en formation et à cette époque-là. Sachant que c'est très compliqué de faire voler des engins pareils, on le répète. Et puis là, on a des météorologues qui nous disent observer avec un théodolite un ballon météorologique classique et il y a un disque argenté qui passe en dessous. Encore là, des groupes de personnes de Hamilton Springs qui disent observer un objet argenté brillant. Ils ont été convoqués par l'Air Force qui finit par conclure que c'était des oiseaux, mais cette explication n'a pas convaincu tout le monde. Il a été pensé que ces objets mystérieux et argentés puissent être des ballons météorologiques. On avait bien des ballons météorologiques à l'époque. Voilà quelques exemples ici. Mais il faut préciser que les ballons météorologiques n'ont pas de moteur. Leur mouvement est sous l'effet des vents. Or, des vents très violents, déjà, c'est aux alentours de 100 à 150 km/h. Donc, un responsable du bureau météorologique a dit que ça ne peut pas être... les performances de ces disques volants sont largement supérieures à celles de ballons météorologiques. Voilà les records officiels de l'époque. Le P-80 Shooting Star dont je vous parlais. Il existait bien des avions un peu étonnants, comme les ailes volantes qui ont été développées par les Allemands, les frères Horten notamment. Puis après, aux USA, avec la série des Northrop, YB-35 ou YB-49, plus tard, après la vague. Mais ces engins-là ont été arrêtés au fil du temps. Ils étaient trop instables et dangereux. On a des objets celui-là qui s'appelait la crêpe volante. C'est des avions plus ou moins circulaires, mais il y avait très peu d'exemplaires. La première fois qu'on a passé Mach 1, c'était après cette vague de l'été 1947, quelques mois après. Et pour la première fois au monde, on passe officiellement le mur du son, c'est-à-dire au-delà de 1224 km/h. Mais à cette époque de l'été 47, ce n'était pas encore le cas. L'affaire de Kenneth Arnold, donc ce pilote qui, sur le mont Rainier, recherche un avion qui s'était écrasé, et il va déclarer avoir vu tout d'un coup un espèce d'objet en boomerang ici, ou de demi-croissant, suivi par 8 disques volants, enfin des apparentés disques, puisque c'est plutôt des demi-lunes avec une pointe à l'extrémité, et évoluant à la vitesse extraordinaire de 2000 km/h. Extraordinaire pour l'époque, puisqu'on est 2 fois au-dessus du record mondial, pendant 2 minutes.
On a dit que Kenneth Arnold, pour les hypothèses sceptiques, avait confondu avec des cristaux dans les nuages ou des reflets sur son cockpit, ce qu'il a démenti puisqu'il a vu les objets à travers du cockpit, mais il a aussi ouvert sa vitre pour les regarder. Le même jour, un prospecteur, Fred Johnson, dit observer 5 ou 6 disques volants dans la région. Et je passe les sources, mais il y a eu d'autres personnes qui disaient avoir vu des disques. Si le cas fondateur de Kenneth Arnold est si important, c'est parce qu'il était surtout médiatisé. Mais en fin de compte, ça aurait pu tomber sur d'autres pilotes. À la même période, les rapports se multiplient. Et surtout qu'il y a des personnes qualifiées en aérospatiale qui vont le signaler. Des météorologues, des pilotes, mais aussi des notables, des policiers et des militaires. Un expert en fusée, le Dr Cecil Jones, en fin juin 1947, dit sur un site de test de V2, qu'il voit un disque tournoyant. Encore un pilote ici, Eugene J. Smith, qui dit avoir vu un groupe de disques volants en compagnie de son copilote et d'autres témoins. On commence à nous parler de disques en formation à Galena. Et rapidement, l'armée, sous la pression des médias et des déclarations, dit qu'elle prépare des avions pour aller chasser ces soucoupes volantes. Le terme est impropre, soucoupe volante. C'est les médias qui ont inventé ce terme-là. Il aurait fallu plutôt parler de disques volants et de sphères volantes. Ça se poursuit, ça s'intensifie. Des articles de journaux commencent à nous dire qu'on a observé ces soucoupes volantes dans 38 États, puis 44, et d'autres finalement vont dire que c'est dans tous les États américains, c'est-à-dire 48 pour l'époque. Des critères de crédibilité commencent à apparaître. On a des témoins en groupe, en foule, en couple, des standards de journaux téléphoniques qui sont saturés d'appels. Alors ce qu'un indice de crédibilité, si plusieurs personnes dans une même ville appellent à la même heure pour signaler des objets volants, c'est que ça existe vraisemblablement. À la base de Muroc, désormais Edwards, le 8 juillet, plusieurs groupes de militaires nous parlent d'observation de disques volants qui vont à une certaine altitude, qui chutent et puis après qui repartent dans une autre direction. Et après, c'est un festival d'observation, puisque d'après le rapport de Ted Bulcher, qui a compilé tous ces articles de journaux, 850, il nous dit que le 6 et 7 juillet, on a 160 cas d'observation, 500 témoins. Et tout ça, c'est des articles de presse qui ne parlent que d'observation de disques volants, qui parfois vont jusqu'au sol. Parfois, ils atterrissent, c'est assez rapide et ils redécollent. Il y a une forte proximité des témoins, parce que des fois, c'est à quelques mètres. Et la particularité, c'est que c'est en pleine journée. Voilà, les premières photos commencent à apparaître. Une photo n'est jamais une preuve, mais celles-ci ont résisté à l'analyse de part de leur crédibilité des témoins. Et après, on n'a pas trouvé de traces de trucage dessus. Voilà, donc il y a un artilleur qui nous dit avoir photographié ce groupe disque volant. Ici, là, un éditeur de journal d'aviation qui capte des objets lumineux sphériques. Photo très curieuse ici à Phoenix de William Rhodes, où on voit une espèce de disque plat. Et comme on parlait d'intelligence artificielle, on peut noter qu'on a des doutes sur le fait que ce soit habité. L'affaire de Roswell, sur laquelle je ne m'étends pas parce qu'elle est très compliquée. Et il y a eu 3 hypothèses majeures sur cette vague. Il a été pensé, pour les sceptiques, que ça pu être la science-fiction qui a généré de telles visions. Mais l'hypothèse était très contestée parce qu'il n'y avait pas de disque volant dans les films aux États-Unis à cette époque-là, c'est que 3 ans plus tard. Et d'autre part, on ne voit pas pourquoi le fait d'aller voir des films de science-fiction, ça générait des hallucinations. C'est un modèle qui n'a jamais été vérifié. De même que les hallucinations groupales, on n'a pas d'exemple historique de groupe de personnes qui auraient simultanément la même hallucination, même sous l'effet de stimulants tels que de l'alcool, des drogues ou ce que vous voulez. Les hypothèses militaires, il a pensé que ça puisse être des incursions russes, mais ça n'a jamais été démontré en sachant qu'il y a quand même plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres qui séparent les frontières russes et américaines. Et il aurait été ambitieux pour la Russie d'envoyer des engins secrets tout au-dessus de l'Amérique. Et puis, il y a eu l'hypothèse extraterrestre du fait des caractéristiques inexplicables de ces engins. Les disques et les sphères qui sont non reproductibles même à l'heure actuelle, ou avec difficulté, et surtout leur incroyable vitesse et leur performance telles que le vol stationnaire suivi d'accélération fulgurante. Je reviendrai un peu là-dessus plus tard.
Voilà ce qui en est pour cette vague de 47. Et voilà une synthèse menée sur quelques centaines d'articles que j'ai traduits. En haut à gauche, on a les représentations de l'époque. Elles ne sont pas tout à fait réalistes parce qu'on y voit des cockpits, alors qu'à ma connaissance, c'était quasiment jamais signalé. Ici, on voit le meilleur prototype de l'époque, et encore, c'était qu'une douzaine d'années plus tard. On l'appelle la tondeuse à gazon la plus chère de l'histoire, parce qu'elle a coûté des millions de dollars, et elle n'est pas capable de voler à plus de 2 mètres de hauteur, et à 60 km/h. Et encore, c'est très dangereux. Si vous voyez les vidéos sur le net, vous voyez que ça tangue dans tous les sens. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Donc officiellement, on ne peut pas produire de disques volants, surtout à cette époque-là. Les caractéristiques sont assez intrigantes, parce qu'on nous parle d'objets qui sont discoïdaux, parfois avec des protubérances, dômes et le rond bouton, et aussi des objets ronds et sphériques de petite taille, 60 cm à 3 mètres, là encore, on doute que ce soit habité, donc on peut penser à des drones. Il y avait bien des drones à l'époque, mais c'était des drones cibles qui ressemblaient à des petits avions, qui allaient à quelques centaines de kilomètres heure, et ils ne ressemblaient pas à ça. La couleur argentée aluminium est très étonnante, parce que comme elle réfléchit beaucoup la lumière, on peut en déduire que c'est cette intelligence qui était là voulait se faire remarquer. Parce que aller en pleine journée, assez près du sol, avec des aéronefs qui reflètent la lumière et argentée, ce n'est pas le meilleur moyen d'être discret. On a eu des formations qui étaient diverses, désorganisées, mais d'autres qui étaient beaucoup plus curieuses. Parce que comme les témoins disaient, c'était comme un collier de perles. C'est-à-dire qu'il y avait des objets qui avançaient en groupe, mais avec un écart constant entre chaque, et à pleine vitesse. Ça nous fait penser à des intelligences artificielles. On verra plus tard ce qu'on est capable de faire de nos jours avec ça. Et des formations en V, des formations bien tenues. Il pourrait être dit que des pilotes de démonstration, par exemple ceux qu'on utilise le 14 juillet, sont capables de faire des formations comme ça bien alignées. Mais à plus de Mach 1, ça commence à devenir compliqué. Les témoins disaient que les vols semblaient radiocommandés. On a des vitesses normales pour l'aéronautique de l'époque, 100 à 500 miles, mais parfois 3 ou 4 fois supérieures aux records mondiaux. Si c'est bien d'origine extraterrestre, on pourrait se demander quel est le but, quel est l'intérêt de faire ça. Là, ils survolaient des agglomérations moyennes sans se manifester sur des grosses. Donc peut-être une volonté de faire une sorte de parade, une sorte de cinéma, de spectacle, avec des démonstrations de force et une manœuvre de type intelligence artificielle. J'entends par là des mouvements d'objets, de drones synchronisés. L'année suivante, ça continue, mais pas dans le même style. Cette fois-ci, c'est des survols de bases nucléaires, en rappelant que les premières bombes nucléaires ont explosé à Lamagordo, d'abord en 1945, Nagasaki, Hiroshima, et après il y avait des tests dans les années 1946. Ici, ça a commencé avec Lincoln Lapaz, un spécialiste américain des météores, qui est témoin d'un étrange météore vert, en compagnie de sa femme. Après, on le convoque à Los Alamos, une base nucléaire secrète pour l'époque, pour lui demander d'enquêter sur le phénomène parce qu'on a de multiples signalements de boules vertes sur ces bases nucléaires ultra stratégiques pour l'époque. On rappellera que les Russes n'avaient pas encore fait sauter les bombes atomiques, c'est en 1949 qu'ils l'ont fait. Et il va faire une enquête et s'apercevoir que toutes les bases stratégiques, surtout les 5 plus importantes, et en premier Los Alamos, sont survolées par des boules vertes aux caractéristiques inexplicables. Parce qu'elles volent entre 3 et 12 miles par seconde, 17 000 à 69 000 km/h, alors que le record pour un avion était toujours fixé à Mach 1, c'est-à-dire là il était à 1300 km/h. Et ces études sont confirmées par un autre dossier scientifique, la Scientific Advisory Board, où des personnes très influentes et très gradées au niveau militaire et des scientifiques de haut rang s'interrogent toujours sur ces boules qui survolent les centrales nucléaires. C'est documenté, là, les documents ont été officiellement déclassifiés. Est-ce qu'il s'agit de faire passer un message Est-ce qu'une intelligence exogène décide de faire passer un message au gouvernement américain en disant qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de préparer dans la centrale nucléaire? En voilà une autre, cette fois-ci en Europe. En France, ça commence pendant l'hiver 1954, et là, la source, ce sont les articles de journaux qui nous parlent tous les jours d'observations d'objets inexplicables. Toujours des soucoupes, mais aussi des cigares,
qui sont observés par de multiples témoins. Et dans certains cas, par exemple, si je prends celui-là, le premier, on en parle de 15 témoins. Il y a aussi un artilleur dans le lot qui est apte à évaluer des événements aériens. Il y en a qui font des cartes. Ça s'étend en Italie. Et dans ce cas-là, par exemple, pour l'anecdote, il y avait un match de football qu'opposaient les équipes de la Fiorentina à celle de la Pistoia. Et le match est interrompu parce qu'il y a 2 disques volants qui survolent le stade. 10 000 spectateurs et en même temps, des journaux comme La Nazione disent qu'il y avait au-dessus de la ville des espèces de flocons qui tombaient. On appelle ça des cheveux d'ange dans le jargon. Après, il y a des pilotes qui vont nous parler d'observation. On en trouve en Espagne. Et ce qui fait que on parle ici d'une vague où il y a des RR1, donc c'est un objet qui est dans l'atmosphère ou dans l'espace. RR2, c'est quand il y a des traces au sol. Et RR3, c'est des présumées rencontres avec des créatures exogènes. Alors j'en prends un exemple ici, Madame Chabeuil, dans la Drôme, qui dit avoir observé un être de petite taille de 1 mètre dans son champ, ce qui l'a terrorisé. Le chien a aboyé. Et quelques temps plus tard, elle voit un disque de 3 mètres qui décolle du sol, qui part en biais et qui file à une vitesse vertigineuse. Ça, c'est une RR3 classique. Il y en a à peu près une centaine de présumés à cette époque-là, d'après les décomptes. Il a pu avoir quelques canulars aussi ou des mésinterprétations dedans. Il y a beaucoup de choses curieuses. Des fois, il y a des traces dans ces cas. Des traces. On a des végétaux qui sont brûlés, coupés, magnétisés, arrachés ou autres. Et ce premier cas est intriguant, mais on voit tout de suite quelque chose qui ne va pas. Là, il est marqué que le disque fait 60 cm d'épaisseur. Donc si on le prend au premier degré, qui est un être qui fait 1 mètre de haut, comment peut-il rentrer dans un disque qui fait 60 cm d'épaisseur, quoi? Ou alors il faut qu'il se mette à plat ventre et encore on imagine mal le voyage. Donc avant de parler d'extraterrestres potentiels, il y a aussi cette anomalie sur les décollages verticaux. Parce qu'à l'époque, cette technologie était balbutiante. Les Allemands voulaient en faire avec le Focke-Wulf-Treffelgel, mais n'ont jamais réussi. Les Américains, à la même période, fin d'année 1954, font des tests, mais ils ne sont pas concluants. Pour des défauts techniques, par exemple le fait que les pilotes ne pouvaient pas voir le sol et autres, c'est abandonné. C'est que dans les années 60, que les Britanniques commencent à faire des avions à DAV, donc ils sont capables de décoller, de faire du vol stationnaire et après d'évoluer normalement. Mais ils ne vont pas très vite, ils ne dépassent pas Mach 1, ces deux-là. Donc, ces vols verticaux sont très curieux. Et voilà d'autres éléments concernant les présumés RR3. Un cas bien connu, Marius de Wilde, qui sort de sa maison près d'une voie ferrée, voit des petits êtres et essaie d'en capturer un. Et il dit avoir été paralysé par un rayon émanant de l'aéronef. Évidemment, ça peut surprendre, mais les gendarmes ont trouvé des traces bizarres sur les rails et une friabilité du ballast. Cette paralysie est très curieuse parce que des neurologues disent que pour paralyser un être humain comme ça, on peut le faire peut-être avec des électrodes, mais à distance, c'est extrêmement compliqué. Et on va voir d'autres cas comme ça, comme ici à Toulouse, où 3 témoins, il y en a un qui s'approche d'un engin mystérieux, il se fait paralyser. Voilà pour ce qui est des paralysies. Encore un point autre curieux dans ces RR3, c'est qu'on nous décrit un panel assez rocambolesque de créatures, puisqu'on a des petits, on a des moyens, on a des humanoïdes, on a des géants, des monstres et autres. On a du mal à envisager qu'il y ait un tel bestiaire de créatures qui viennent nous visiter sur Terre. Ou alors ils sont très variés, mais c'est une des anomalies dans les R3, et ce qui nous amène, en fonction d'autres illogismes, comme des déplacements qui paraissent irréels, parfois il y en a qui semblent bondir ou glisser sur le sol, qui semblent ramasser des végétaux. C'est un peu douteux, on se demande pourquoi les extraterrestres à chaque fois se font surprendre au dernier moment à ramasser des végétaux ou des minéraux. La taille des aéronefs dont on a parlé, tout ça amène à douter et pourrait nous amener, en prenant un peu de recul, à penser que c'est peut-être pas forcément la réalité.
C'est-à-dire que s'il y a bien une intelligence extraterrestre qui est derrière tout ça, ils organisent peut-être des simulacres. Des simulacres qui pourraient être faits à partir d'hologrammes. Ça peut être aussi une intelligence robotique, parce que parfois on dit que ces présumées créatures ont des démarches mécaniques. Et ça pourrait être des manipulations cérébrales. Est-ce qu'on est capable actuellement de manipuler parfaitement l'esprit de quelqu'un ? Il y avait le projet MKUltra américain dans les années 50 qui était plus ou moins parvenu, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut capturer l'individu, lui soumettre à des drogues et de l'hypnose. Mais à distance, ça devient plus compliqué. En 1963, le docteur Delgado, en Espagne, à Cordoue, implante une électrode dans le cerveau d'un taureau et le lâche dans une arène. Et avec son boîtier, il réussit à l'arrêter. Et plus récemment, en 2015, un article de la Dépêche, en Chine, un étudiant parvient, en mettant un petit boîtier sur des cafards, à les contrôler par la pensée. Actuellement, on a des projets militaires d'interface cerveau-machine. Donc le but est de pouvoir contrôler un ordinateur, de pouvoir lui donner des impulsions, rien qu'avec des impulsions télépathiques. Ce n'est pas de la science-fiction, il y a vraiment des tests là-dessus. Donc est-ce que des civilisations ou des êtres exogènes pourraient parvenir à contrôler le cerveau pour faire naître des illusions, à paralyser ? Oui, très certainement en théorie, au vu de nos avancées techniques dans le domaine, s'ils ont quelques milliers ou millions d'années d'avancement, c'est très probable. Ces histoires vont se poursuivre. Alors par exemple, là j'ai pris une mère de famille, vous pouvez trouver Jessie Rustenberg, vous pouvez trouver son interview sur le net, qui décrit avec beaucoup de sincérité avoir observé un objet conique au-dessus de sa maison, et avec des personnages qu'elle décrit comme ça, comme étant des grands blonds, entre guillemets. Et voilà, est-ce que c'est la réalité ou non ? On ne peut pas trop le savoir dans ces cas de RR3, mais en tout cas, les témoins sont sincères et parfois il y en a plusieurs. Tananarive, Madagascar, une boule verte à comportement intelligent qui va survoler la ville en provoquant des dérèglements électriques et en affolant un parc à zébus. À quoi pourrait rimer, s'ils sont bien d'origine extraterrestre, toutes ces manifestations en 1954 ? Je me suis cherché dans d'autres directions, il n'y a aucune causalité apparente. Je ne vois pas en 1954 ce qui pourrait inciter des intelligences à se manifester, à part le fait que c'est pour la première fois en Europe qu'on introduit des armes nucléaires. D'abord au Royaume-Uni en 1954 et dans d'autres pays. Or, ça colle pile poil avec le début de la vague. C'est pendant l'hiver 54 que cette avalanche de cas d'OVNI qui a duré finalement qu'un hiver a commencé. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation avec le nucléaire ? On notera aussi que quelques années avant, il y a eu des tests pour la première fois thermonucléaires, comme Ivy Mike et d'autres. Dans les capacités étonnantes du phénomène OVNI, on a, comme on parlait tout à l'heure, de groupes de disques volants. Celui-là, il est pas mal, c'est 2 pilotes qui ont dit avoir observé ça. C'est le Carnage Fortenberry. On a toute une série de disques volants qui vont extrêmement vite, qui tout d'un coup se mettent sur la tranche pour partir dans un angle opposé à pleine vitesse. Ça, si un objet fait ça naturellement, s'il habitait, le pilote mourrait très probablement à cause des jets. Et ça nous fait penser effectivement à des drones, mais même actuellement, à une telle vitesse, on ne pourrait pas faire ça. Vitesse estimée de 19 000 km/h, alors que le record mondial absolu dans l'atmosphère pour un vol habité, c'est 7 000. Ici, le capitaine Howard, toujours en 54, nous dit qu'il y a un espèce de nuage duquel émerge un énorme engin métallique et ces petits objets qui vont changer de forme. Alors voilà une nouvelle bizarrerie du phénomène OVNI. Un autre cas, l'ancien chef de l'état-major portugais nous dit qu'il était en patrouille avec d'autres aviateurs. Il voit une espèce de boule jaune qui s'amplifie, qui se rétracte, qui se transforme en une forme de saucisse, une saucisse rouge. Là. Il en émerge des objets et il y a une quasi-collision avec ces engins. Alors la question est, est-ce que de nos jours, on pourrait produire des technologies qui pourraient générer des changements de forme ? Alors parfois, il convient de signaler qu'il y a des confusions avec des ballons, parce que des ballons de toutes formes. Je sais que par exemple, une fois, il y avait un ballon avec une silhouette de Star Wars qui a généré des confusions, même avec Dora l'exploratrice. Mais par contre, un ballon n'a pas de moteur.
Ils sont sous l'effet des vents et même le dirigeable le plus rapide au monde fait 115 km par heure, ce qui n'est pas beaucoup. Alors on pourrait penser à des hologrammes. Les premiers au monde datent de 1964. Mais ils ont besoin d'être projetés sur un support physique, qui peuvent être une façade, mur d'eau, dalle de verre, miroir. Et c'est cette technologie, ici, même si ce n'est pas tout à fait un hologramme avec Hatsune Miku, la chanteuse virtuelle japonaise, elle n'existe pas, mais elle a beaucoup de fans. Ou alors ici, on a testé de la projection 3D sur du brouillard ou sur un nuage, récemment. C'est depuis les 2 années 2010 qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau des hologrammes. Ils sont extrêmement réalistes. Ici, ça c'est une start-up française, Hololamp, qui projette avec ce petit boîtier des hologrammes de hamburgers, entre autres. Ici, on a un hologramme avec interaction tactile. Et enfin, pour la première fois, on commence à produire des hologrammes aériens, sans support. Technologie laser et plasma. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que des technologies militaires secrètes pourraient projeter des hologrammes? On rappellera que ça date de 2014 et les premiers cas de changement de forme datent de plus de 70 ans. Et encore, actuellement, cette technologie, elle est basique. On ne peut produire que des petits objets. Faire une soucoupe volante qui traverserait l'espace aérien complet, ça serait très compliqué. Et officiellement impossible pour les technologies connues. Concernant les nouvelles technologies, je note que depuis les années 2000 et surtout 2010, on a une explosion de ces nouvelles technologies, que ce soit en électronique, pour les constructions de circuits d'ordinateur, les revêtements hydrophobes, très rigolo, puisque on trempe dans de la mélasse, par exemple, deux écrous. Il y en a un, il a un revêtement hydrophobe et il n'y a pas une goutte dessus, quoi. On a des bottes qu'on peut tremper dans la boue et ça adhère pas. Et on ne le voit pas puisque ce sont des nanotechnologies sur les vêtements. Néanmoins, il y a beaucoup de questions sur les dangers potentiels de ces nanomatériaux. Alors d'abord, c'est des associations de consommateurs qui ont soulevé le premier lièvre en disant que la plupart des industriels ne mentionnaient pas le fait qu'ils mettent des nanoparticules dans les aliments. Ce qui est illégal, ils devraient le signaler. Et d'autre part, on a trouvé des nanoparticules dangereuses, potentiellement dangereuses, dans les bonbons, les chewing-gums par exemple, et le dioxyde de titane, E71, qui va être interdit normalement au début de l'année prochaine. Voilà pour les débats sur les nouvelles technologies. Maintenant, on a des prototypes, là, le plus récent 2019 de la NASA, qui peut modifier sa forme en vol pour s'adapter aux conditions atmosphériques. Du métal qui peut changer de forme, métal liquide sous des impulsions. Ça pourrait rappeler Terminator. Et très récemment, là c'est un article de Clubic, l'US Air Force lance un appel, si vous voulez travailler pour eux, par exemple, pour manipuler des IA, pour piloter ces avions de chasse. Donc on voit qu'il y a vraiment des nouveautés technologiques qui se rapprochent des caractéristiques des ovnis tels qu'ils existaient dans les années 1940-50. Nouvelle vague, cette fois-ci on va avoir des phénomènes triangulaires parfois géants qui vont être rapportés par 5000 témoins selon le QFOS. Il y a aussi des vidéos, donc ici on voit des espèces de groupes de formes géométriques lumineuses. Il y en a eu plusieurs, si on fait une synthèse, on a des objets donc, qui s'approchent de 100 mètres de long, c'est-à-dire le record de longueur pour un avion jusqu'à une certaine date, puisque le plus long maintenant c'est le Stonehenge qui fait 117 mètres de long, mais en forme de V. Donc il est très curieux pour cette époque-là, alors qu'on n'avait quasiment pas d'équivalent, ou juste le F-117 qui était balbutiant à l'époque. Nouvelle vague, toujours avec des triangles, c'est la vague belge. Donc pendant 3-4 ans, il va y avoir des signalements très curieux. Ça commence à Eupen, 140 personnes, le 29 novembre 1989, qui signalent un profil type ici, plateforme triangulaire avec 3 phares et un point rouge au milieu. 2 gendarmes notamment, qui font une première observation, qui la suivent, et il y a un deuxième appareil qui va se manifester. Et faire un spectacle très curieux, puisque autour de lui vont émaner des espèces de faisceaux, avec une boule rouge à l'extrémité. Le faisceau disparaît, l'objet, la pointe rouge revient sur la boule, elle tourne autour et ça se répète.
On peut se demander à quoi rime ce spectacle. Déjà, s'il est ménement possible de le faire, peut-être avec des lasers et d'autres. Mais en tout cas, ces observations vont se multiplier. Et l'armée belge va prendre l'initiative de faire une opération de transparence. C'est-à-dire qu'elle va divulguer des données radars, comme par ici la nuit du 30-31 mars 1990, où le général de Brouwer explique que des F-16 ont repéré des cibles, les ont pourchassées, en précisant qu'ils avaient d'abord été vus en visuel et en capté au radar, et que cet objet non identifié va faire des manœuvres évasives qui correspondent à prendre pour les pilotes éventuels 30 à 40 G, ce qui est rigoureusement incompatible avec ce que peut encaisser un pilote habituellement, parce qu'au bout de 8-10 G déjà, c'est très compliqué d'absorber ça. Là. Ici, une photo, enfin un extrait vidéo qui a été prise de l'époque, parce que parfois on dit dans le phénomène OVNI, il n'y a pas beaucoup de photos, mais en fin de compte, on a une base mondiale de 4 à 5 000 photos. Donc si on veut les analyser, il y a du temps, on va envoyer une parmi d'autres. Et on a accusé le F-117 Nighthawk, avion furtif américain, d'être responsable. Ce n'est pas possible, puisqu'il faut qu'il vole minimum à 300 km/h, et ça ne correspond pas aux observations qui parlaient de triangles qui opéraient à basse vitesse au-dessus des campagnes. Et il ne peut pas non plus dépasser Mach 1. Dans la même période, en France, plusieurs centaines de personnes disent le 5 novembre, lors d'une rentrée réelle atmosphérique, donc décidément, un débris, là c'est une rentrée atmosphérique normale, ça peut provoquer effectivement des effets visuels impressionnants et peut-être des confusions. Mais en même temps, des centaines de témoins disent avoir observé des espèces de navires géants qui survolaient la campagne. C'est des associations ufologiques comme LDLN ou d'autres qui ont répertorié les faits. Bizarrement, ils n'étaient pas enregistrés au radar et officiellement, on ne peut pas reproduire ce genre de choses. Des hologrammes, par exemple, de cette taille-là, on ne sait pas le faire. Si une intelligence extraterrestre s'amusait à faire ce spectacle, on pourrait se demander pourquoi faire un spectacle si court, parce que ça a duré peut-être 1 heure ou 2 heures maximum. Et 2 jours après, ça se reproduit à Montréal. Ici, c'est les photos d'un phénomène lumineux aérien dont on estimait à peu près la position entre 1 et 2,3 km. Des hypothèses sceptiques ont pensé que c'était des reflets d'une grue, mais c'est pas possible puisqu'elle ne se situe pas à cette hauteur-là, ou des reflets dans les nuages. Mais on sent, d'après la description des témoins et les photos, que c'est quand même bien géométrique. Des nouveaux aspects ont commencé à apparaître, notamment des phénomènes triangulaires. Alors, c'est une étude récente là, des triangles de la nuit qui en parle, et des témoins qui nous disent avoir aperçu des formes triangulaires, géométriques, puisqu'on en parle d'isocèles ou de triangles équilatéraux, d'un noir très intense. Est-ce qu'une technologie permettrait actuellement de produire un tel effet ? Alors, c'est une société qui s'appelle Surrey Nanosystems qui produit un noir très noir avec des nanotubes de carbone qui permettent d'absorber la lumière. On signalera qu'à l'inverse, des métamatériaux peuvent produire des invisibilités par réflexion lumineuse. Ce sont de nouvelles technologies, mais à très petite échelle pour l'instant, celle du nanomètre. Ces triangles ont des configurations particulières parce qu'ils peuvent être 3, 4 feux, ne pas en avoir, des déplacements toujours silencieux et un classique vol stationnaire suivi d'accélération fulgurante. Un des cas d'objets en V les plus connus est sans doute celui de Phoenix en mars 1997, où des centaines de témoins ont dit avoir observé un objet géant au-dessus de la ville. Et il y a eu 4 films. Il a été pensé qu'au niveau des hypothèses sceptiques, que ça puisse être des fusées, des flares, mais c'était contesté. Parce que les flares émettent des panaches de fumée, elles ne font pas du vol stationnaire et elles ne s'alignent pas comme ça de manière géométrique. Et de temps en temps, on a des triangles géants qui se manifestaient. Mais néanmoins, dans leur mode opératoire, il est étonnant de les voir en pleine ville et qu'il y ait si peu de témoins. Donc il a été pensé que ça puisse être une manipulation, une influence
de la conscience. Des livres comme OVNI et Conscience ont envisagé la possibilité que des intelligences puissent interférer sur la conscience, plus du témoin, pour émettre des illusions, pour peut-être manipuler la réalité. Parmi les vagues les plus récentes, alors il y en a une en France, qui a un bon cas d'étude en octobre 2018. C'est La République du Centre, le journal Orléans, qui commence à parler d'observations massives de sphères lumineuses. Et parmi celles-ci, certaines semblent solidaires. C'est-à-dire, c'est comme les 10, comme les 147, ils se déplacent dans l'atmosphère en gardant un écart constant entre chaque objet. Ce qui est très curieux, là, comme il dit, comme si un fil invisible les reliait. Et après enquête sur ce cas, puisque j'ai appelé des gens sur place, j'ai vérifié des vidéos, je me suis aperçu que parmi les 100 ou 200 cas qui étaient répertoriés, il y avait quand même du tri à faire, parce qu'il pouvait y avoir des confusions avec des lanternes thaïlandaises. Par exemple, dans cette vidéo à gauche, là, quand on regarde la vidéo, on voit bien des points lumineux volants qui avancent, mais là, par contre, ce n'est pas la même vitesse, ce n'est pas la même trajectoire. Et donc, sous l'effet d'un vent qui est léger, ça ressemble effectivement à des lanternes. Mais sur d'autres cas, ce n'est pas la même chose. On a parfois des confusions avec des bolides. Alors, ceci, la logiciel permet de les suivre, de savoir ce qui est passé à telle date. Mais malgré toutes ces réserves, on trouve quand même des cas qui sont passablement inexpliqués, avec des objets qui évoluent en groupe et avec un écart constant. Alors, si la question, qu'est-ce qui peut provoquer ça, on rappellera une des pistes, et sont des cerfs-volants radiocommandés. C'est à la mode en ce moment, on peut leur mettre des lumières. Il y a la patrouille de France, quand elle opère de nuit, elle peut donner l'illusion d'objets parfaitement alignés. Ou sinon, il y avait un salon de l'ULM à Blois, est-ce qu'après, ça a continué à se produire. Concernant les drones synchronisés, ils ont été initiés depuis 2016, ou peut-être même avant, par des sociétés de spectacle. Ils envoient plusieurs dizaines, ou plusieurs centaines de drones comme ça. C'est des armatures avec des diodes lumineuses. Ils vont produire un spectacle. Ici, par exemple, c'est de la musique traditionnelle japonaise alliée à un spectacle de drones. Au Qatar, là, ils ont reproduit avec des drones un dessin d'antilope ou le drapeau du Qatar. Ici, avec 767 drones, un joli cœur dans le ciel. Et ça, c'est le record, 1300 drones. Et de nos jours, on commence à produire des drones qui vont calculer eux-mêmes leur itinéraire et qui sont capables de maintenir un écart constant grâce à l'intelligence artificielle. Ici, un test au niveau de 30 drones. Donc, il y en a un qui repère l'obstacle de l'information et qui la transmet aux autres. Donc, ce n'est qu'à partir de maintenant, 2018, officiellement, qu'on peut produire des objets qui correspondent à ceux de 1947. Et encore, c'est à petite échelle, parce qu'ils ne vont pas très vite. Ces drones, c'est des drones à hélice, donc ils vont comme des jouets ou des civils. Et ils ne sont pas capables de poursuivre des avions de chasse. Et voilà pour ce dernier slide, pour retenir au courant de l'activité récente. Alors, ça a commencé ici en décembre 2017. Les États-Unis reconnaissent avoir mené un programme qui s'appelle AATIP, qui était consacré aux menaces spatiales et entre autres aux possibles OVNI, avec un budget de 22 millions de dollars. Ça a attiré l'attention des médias. Surtout qu'à la même période, il y a une divulgation d'une vidéo très curieuse d'un incident s'étant produit en 2004, l'incident sur l'USS Nimitz, où on a un objet qui est en vol stationnaire et puis après qui part à toute vitesse. Des hypothèses sceptiques ont pensé que c'était une confusion avec un avion, mais à contrario, un article de Popular Mechanics, qui est réputé aux États-Unis, pense que c'est un engin qui a accéléré de 0 à 3800 km/h. Or, c'est encore une performance irréalisable, officiellement, puisque seul le F-35B Lightning II est un avion qui est capable de faire du vol stationnaire, et encore ça surconsomme du carburant,
puis ensuite d'accélérer au-delà de Mach 1. Et encore, il va à 1900 km/h. C'est le record humain officiel. Et ça a rebondi il y a quelques jours, puisque en mai 2019, le lieutenant Ryan Graves de la Marine déclare avoir observé en compagnie d'autres pilotes des objets à 30 000 pieds, c'est-à-dire à 10 km, qui cette fois-ci faisaient du vol stationnaire, mais évoluent jusqu'à Mach 5. Mach 5, c'est 6 000 km/h. Donc là, notre record humain, là, qui est toujours fixé à 1900 km/h, il est bien distancé. Et c'est le point commun de tous ces ovnis qui n'arrêtent pas de produire des performances qui sont non compatibles avec l'aéronautique officielle. Et là, c'était bien documenté, puisqu'on avait plusieurs pilotes en même temps. Alors, effectivement, toutes ces démonstrations aériennes d'OVNI nous font penser éventuellement à des intelligences artificielles du fait de leur forme, du fait de la petitesse de ces aéronefs, le fait qu'ils soient synchronisés. Donc effectivement, tout à fait, l'hypothèse peut être ouverte. Voilà, au moins, elle sera en accord avec le thème du festival. Voilà ce que je pouvais dire sur le dossier. Je ne sais pas combien de temps il reste. Ok. Donc si vous avez des questions ou des précisions, quoi qu'il en soit, vous pourrez trouver d'autres conférences sur le net sur d'autres sujets. Et puis, sinon, on peut se retrouver sur le festival. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez discuter de quoi que ce soit. Bon.